la une de l'actualité, 14e édition du symposium malien sur les sciences appliquées. Durant une semaine, 150 communications des auteurs de 25 pays seront partagées. Le thème retenu pour cette édition est « Sciences et développement socio-économique, construire un avenir durable pour l'Afrique ». Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont toujours eu des relations d'union et de fraternité, des relations soudées par des liens de mariage aussi. La rédaction est allée à la rencontre des couples Aïdara et Drabo qui vivent en parfaite harmonie ici au Mali. La danse de Nyogo, tout un mystère se dessine autour de cette danse qui tend à disparaître. C'est une danse qui a été à l'origine de la révolte des femmes pour réclamer leurs droits dans la société Miankala. Tout sur le Nyogo dans cette édition. Merci de suivre le temps de l'actualité à Bamako et partout au Mali et aussi au Niger, au Burkina Faso avec la page spéciale AES. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. À l'ouverture de ce journal, à la 14e édition du symposium malien sur les sciences appliquées, pendant une semaine, 150 communications des auteurs de 25 pays seront partagées. Le symposium a pour thème Sciences et développement socio-économique, construire un avenir durable pour l'Afrique. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Le reportage de Mamadi Kone à Loutouré incessamment. Digitalisation de l'administration ce soir, la rédaction tend son micro au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, du domaine de l'aménagement du territoire et de la population. Selon Imran Abdoulaye Touré, cette initiative va permettre à son département de lutter efficacement contre les litiges fonciers et d'offrir un meilleur service à la population. Écoutons un extrait de son entretien avec Boubacar Bablen Touré et Aruna Diara. Cette décision importante du chef de l'État qui nous a instruit vraiment de trouver tous les voies et moyens pour faciliter en tout cas la vie aux Maliens. Au niveau de mon département, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui par rapport à ça? C'est que, comme vous savez, au niveau de toutes les structures, nous avons ce qu'on appelle les sites web. Les sites web, c'est des instruments qui permettent, en tout cas, de donner l'information à tout le monde. Voilà. Donc, aujourd'hui, un citoyen qui veut savoir quelle est la procédure, par exemple, d'acquisition d'une parcelle, soit que ce soit un titre provisoire ou bien un titre définitif, quelle est la procédure? Cette procédure elle est décrite au niveau du site web, par exemple, de la Direction générale des domaines du cadastre. Un citoyen qui souhaite avoir un permis de construire peut s'informer aussi au niveau du site web de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. Un citoyen qui veut acquérir un logement social peut s'informer sur le site web de l'Office malien de l'habitat. Il en est de même de toutes les administrations. Quelqu'un qui a des questions sur les problèmes de population, le nombre de la population, l'évolution de la population, il va sur le site web de la Direction nationale de la population, il a les informations. Voilà, donc ça c'est un acquis qui est là aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler à ce qu'il puisse y avoir une interaction entre les citoyens et les services. C'est-à-dire que vous avez une question, vous posez cette question et que le service puisse vous répondre. Voilà, répondre à votre question. Donc ça c'est ce qu'on va développer en ce qui concerne les sites. L'autre aspect sur lequel on est en train de travailler, qui est extrêmement important pour les citoyens, c'est la dématérialisation vraiment des procédures d'accès à la terre, procédures d'accès au permis de construire. Voilà, donc ça, c'est des éléments extrêmement importants sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et vous voyez derrière moi, il y a un tableau, peut-être ce n'est pas très visible, voilà, mais qui donne le schéma vraiment de digitalisation de notre administration, que ce soit sur le plan domanial, sur le plan urbain, et ainsi de suite. Donc, on a déjà un schéma. Nous savons où nous sommes et nous savons où nous voulons aller. Pour que vous, citoyens maliens, si vous aurez besoin d'une parcelle, que vous puissiez faire votre demande et que toute la procédure se fasse en ligne. Que l'instruction de votre demande entre les administrations se fasse en ligne.
Donc c'est ce schéma-là qu'on a développé aujourd'hui, qu'on est en train de mettre en œuvre. Ce n'est pas aujourd'hui opérationnel, mais nous sommes en train de travailler à cela pour que ça puisse être opérationnel et faciliter la vie vraiment aux citoyens. Comme vous le savez, aujourd'hui, si vous voulez avoir un titre foncier, c'est vraiment le parcours du combattant. Le parcours du combattant. Donc, nous donnons l'assurance aux Maliens que, Inch'Allah, tout ça va être un mauvais souvenir pour eux. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien après ce journal. Le reportage de Mamari Koné après, je le disais, 14e édition du symposium malien sur les sciences appliquées. Pendant une semaine, 150 communications des auteurs de 25 pays seront partagées. Le symposium a pour thème sciences et développement socio-économique, construire un avenir durable pour l'Afrique. Et la cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le reportage de Mamari Koné à Loutouri. Le symposium malien sur les sciences appliquées constitue une forme de coopération scientifique, productive, durable et un lieu de rencontre et d'échange qui contribue à ouvrir les institutions d'enseignement et de recherche du Mali sur l'extérieur. La place et le rôle du MSAS n'est plus à démontrer dans l'environnement de la science et de la recherche au Mali. Des membres de ce vaste réseau ont assuré des enseignements dans les universités, instituts et écoles supérieures à travers le programme TOCTEN. Ce soutien indéfectible est très salutaire aujourd'hui, avec l'accès des jeunes Maliens à des domaines de compétences pointues, restreintes et, à la limite, atypiques. Évidemment, ceux qui ont bénéficié de ces savoirs sont en train d'encadrer d'autres dans les mêmes domaines. Les activités de cette 14e édition seront menées autour du thème Sciences et développement socio-économique, construire un avenir durable pour l'Afrique. Aucun pays, aucun continent n'a pu se développer sans la science et la recherche, et surtout la recherche appliquée. Nous devons comprendre cela, et j'espère que les politiques aussi ont compris cela. Nous avons besoin d'une recherche dynamique, une recherche soutenue, une recherche sérieuse qui tacle les vrais problèmes du développement du Mali et du continent avec des solutions appropriées. Et pour cette édition, nous avons enregistré 150 communications. Et ces 150 communications-là proviennent de plus de 500 auteurs qui nous viennent de 25 pays. En ouvrant le symposium au nom du président de la transition, le Premier ministre a encouragé les organisateurs à poursuivre cette initiative de production de connaissances. En fait, cela fait 24 ans que les chercheurs maliens de la diaspora et de l'intérieur ont trouvé une voie pour rassembler, travailler ensemble et partager les connaissances entre eux et en associant des scientifiques de renommée internationale de tous les continents. La survie du MSAS est un enjeu majeur pour notre pays et son gouvernement. L'institutionnalisation tant souhaitée aura le soutien du gouvernement qui a tout intérêt à voir le MSAS acquérir une base de fonctionnement solide tout en gardant son autonomie. Le Premier ministre a par ailleurs salué le rôle de la science dans le développement d'un pays comme le Mali. Je suis très fier de ces dizaines et ces dizaines de Maliens qui animent les grandes universités aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, et qui se retrouvent chaque année au Mali pour transférer leurs connaissances, pour nourrir l'arbre Mali, en se joignant aux scientifiques qui sont ici dans le pays. C'est pour cela que je dis que vous êtes en réalité des soldats au front en votre façon. Vous n'avez pas des armes létales, mais arrêtez ce que vous avez est plus puissant. Parce que même ces armes létales, c'est les scientifiques qui les créent. Mesdames et messieurs, vous êtes reconnus au niveau mondial et nous sommes très fiers que vous portiez haut le drapeau du Mali. De la même façon dont les artistes portent haut notre drapeau à l'extérieur, nos scientifiques aussi, nous en sommes très fiers.
Plusieurs thématiques seront développées lors des 5 sessions du symposium. Célébration du 30e anniversaire de la Journée nationale de la libération du Rwanda. À cet effet, l'ambassadeur du Rwanda au Mali a organisé une réception hier soir au CICB, occasion pour lui de rappeler les grandes réalisations en matière de développement au Rwanda. Les temps forts avec Tchemogo Konaté. Le Rwanda, un pays en plein essor, un développement amorcé depuis 30 ans. En effet, la République du Rwanda était plongée dans un abîme profond marqué par le génocide. La liberté retrouvée au prix du sacrifice ultime est à l'actif du Front populaire rwandais. Oui, le pays de Paul Kagame se relève d'une blessure qu'il avait mise à genoux. Il doit son redressement à une gouvernance inclusive, un leadership inégalé dont le commandant de bord s'appelle Paul Kagame. Comme son Excellence le Président Paul Kagame a dit le 4 juillet 2024 à Kigali, lors de la célébration de la Journée nationale de libération, et je cite, « L'objectif final de la lutte de la libération était de construire un État dans lequel chacun d'entre nous est reconnu dans sa valeur et où les citoyens sont toujours au centre de l'action du gouvernement. » Fin de citation. Les citoyens au centre de l'action gouvernementale, une politique touchant tous les secteurs d'activité, révisitée au cours de cette cérémonie commémorative de la libération du pays du joug génocidaire. Restauration de la paix et de la sécurité, réalisation d'infrastructures, technologie à la pointe. Ce sont là des avancées parmi tant d'autres faisant du Rwanda une référence en matière de prospérité. La gouvernance de son Excellence Paul Kagame repose sur 3 principes fondamentaux. L'unité, la reddition des comptes et l'ambition, qui ne sont pas seulement des principes moraux fondamentaux, mais également les fondements d'une nation forte et unie. Eu égard aux avancées, le président Kagame est de nouveau plébiscité pour un 4e septennat. C'est là pour avoir raflé le 18 juillet dernier 98% des suffrages exprimés. Témoignage d'une confiance renouvelée. Se prononçant sur la question, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale souligne que le Mali et le Rwanda partagent des valeurs communes, citant en exemple la solidarité, la fraternité, le panafricanisme et l'intégration régionale. S'agissant des liens de coopération, Abdoulaye Diop rappelle qu'ils sont au beau fixe, faisant allusion à la signature de 19 accords lors de la première session de la commission mixte. Ceci n'est qu'un des premiers pas. Nous espérons pouvoir concrétiser ces pas à travers le renforcement des liens commerciaux, des liens économiques très forts et même pourquoi pas des liens humains entre le Rwanda et notre pays. Je suis certain que la facilitation des visas permettra de renforcer cela. Nous espérons bientôt, pourquoi pas, avoir le vol rwandais qui puisse commencer à desservir le Mali. Actualité oblige, le ministre Diop a rappelé les idéaux qui sous-tendent la création le 6 juillet dernier de la Confédération des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel reflète ainsi la vision commune de nos 3 chefs d'État sur des sujets géopolitiques majeurs, sur la nécessité d'une réelle intégration, sur l'importance et mieux sur la priorité de prise en charge des préoccupations de nos populations dans une action publique et tout projet que nous allons entreprendre. Outre la communauté rwandaise au Mali, ce 30e anniversaire de la libération du pays a vu la présence de plusieurs diplomates étrangers accrédités au Mali. Projection de films sur la reconquête du pays et les grandes réalisations, danse traditionnelle du Rwanda esquissée par des jeunes filles au rythme de la mélodie, ce sont là, entre autres temps forts, ayant marqué la soirée. Page spéciale AES nous amène tout d'abord chez les couples Aïdara et Drabo. Pas besoin d'être d'une même nationalité pour fonder un foyer. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont toujours eu une relation de fraternité bien avant l'AES. Les couples se forment et vivent en parfaite harmonie. Ce soir, ces couples ont décidé d'ouvrir leurs portes à l'ORTM. Ils vivent en parfaite harmonie et acceptent fièrement le titre de couple AES. Moussa Papa Aïdara et Sidiki Balo. À 12h, dans cette famille maliano-nigérienne, c'est l'heure de passer à table. Monsieur Aïdara s'impatiente. Pendant que son épouse s'affaire du côté de la cuisine. Le mafé est au menu aujourd'hui.
une sauce traditionnelle d'origine malienne. Oui, s'il m'appelle seulement, il a son manger parce qu'on fait tout pour que le repas soit prêt. Parce que compte tenu de ses occupations, il faut bien gérer le temps, quoi. Oui, c'est le ticket de guerre. Chez nous, c'est l'intégration totale. Hein. Ouais, l'intégration linguistique, alimentaire, culturelle et tout, quoi. Pour digérer ces somptueux repas à la nigérienne, ça sera avec un bon thé chaud que nous offre le couple Drabo à Bankoni, en commune 1 du district de Bamako. Si le mari est burkinabé, Madame Drabo est malienne. Le thé est très très bon. Ça, c'est le thé AS. Voilà. C'était de l'intégration africaine. Originaire de Tunga, au Burkina Faso, Moussa, 45 ans, vit au Mali depuis sa tendre enfance. C'est en 2007 qu'il décide de convoler en juste noces avec Kadja Drabo, la malienne de ses rêves, dit-il. Ses souris et puis sa manière dont elle regarde. Bon, d'après les gens, l'amour n'a pas de frontières. Oui. Donc c'est à cause de ça. Depuis que je l'ai vue, donc j'ai senti qu'elle là, c'est ma femme. Je voulais me marier tout simplement à un Burkinabé. En 2009, Madame Aïdara Assa décide de tout abandonner au Niger pour rejoindre son mari au Mali. Les projecteurs du Malien illuminent encore le visage de son épouse après 15 ans de vie commune. Monsieur Aïdara, comme vous le voyez, en tout cas, il est séduisant. En le voyant vraiment, en tout cas, toute femme veut qu'il soit son mari. Oui, il est grand. Tout. Au-delà de la nationalité, ces couples vivent le parfait amour. L'intégration est si facile et ne nécessite aucun effort pour s'adapter aux réalités de l'autre. Nous sommes avant l'AES. Et je crois que ça se dit dans les discours, mais ce n'est jamais concrétisé dans la réalité. L'AES des peuples. Les peuples ont été toujours en avance sur les politiques. On s'est rencontrés, nous savons que nous sommes le même peuple, on a la même culture, on a les mêmes visions, on a les mêmes compréhensions. Tout de suite, c'était comme un élément de ma famille du Mali que je mariais. Je ne le regrette pas. J'ai quitté mon travail, j'ai vu un mari, on a décidé d'être ensemble, étant à Niamey. Donc, le ministère même a décidé de m'envoyer au Mali, au niveau de la Fondation 40 ans, pour consommer mon mariage. C'est ce que le ministre, en m'affectant même, a dit. Le lien de mariage entre les Maliens et d'autres nationalités s'accroît de plus en plus. La liste d'attente pour les nouveaux membres est ouverte et certains se déclarent déjà. Le mariage entre deux personnes de différentes nationalités est un véritable facteur d'intégration. J'envisage aussi de marier une Burkinabé ou une Nigérienne. Bon, l'AES là, bon, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de très bien. Parce que ça permet, si ça continue très bien à évoluer, ça permet la libre circulation des différents pays tels que Niger, le Mali et le Burkina. Voilà. La gastronomie reste un élément essentiel dans un couple. Les deux dames l'ont bien compris et ont leur recette pour mieux appâter leur mari. Ces deux pays ont tout en commun. Je sais préparer plusieurs plats burkinabés. Par exemple, les saga, tout ça, nous on ne connaissait pas ça au Niger, mais en tout cas, de la semaine, on fait au moins une fois saga. Ils aiment le tout. Ces familles de l'AES ne boudent pas leur plaisir et souhaitent passer le restant de leur vie au Mali. Partons à présent au Burkina Faso et bonne nouvelle, certaines populations qui avaient quitté leur localité à cause du terrorisme ont pu retrouver leur terre natale grâce à la lutte acharnée du gouvernement de transition contre les forces du mal. Ces populations ont donc reçu la visite de la ministre Nandi Somé, dépêchée par le gouvernement pour aller constater les conditions de réinstallation de ces populations. Maneka Hien et Kadour Maniki. Notre jolie salle de réunion ici à la mairie. On aimait bien tenir nos réunions ici. La salle était très jolie. Regardez ce qu'elle est devenue. C'est une mairie encore en ruine, mais aujourd'hui fière de voir flotter dans son ciel le drapeau national.
après 4 à 10 mois d'exode forcé pour cause de terrorisme. C'est avec grande joie que ces désormais ex-PDI retrouvent leur terre. Une zone reconquise grâce aux efforts du gouvernement de transition. Et ici, la ministre Nandi Somé, au nom du gouvernement, est venue constater de visu les conditions de réinstallation de ces populations. Le gouvernement est dans la dynamique de la consolidation et de la fixation des personnes retournées à travers la mise en œuvre de solutions durables. Donc c'est dans cette logique que cette mission a été initiée vers cette localité de retour, afin d'abord de leur témoigner la solidarité et le soutien des plus hautes autorités de notre pays, le soutien du gouvernement, mais aussi échanger avec elles sur les initiatives en cours au niveau du gouvernement, pour garantir leur accès aux services sociaux de base, notamment l'eau potable, la santé, l'éducation et l'assistance alimentaire, également un accès décent au logement et aussi les aider à reconstituer leurs moyens d'existence. Et nous venons de nous entretenir avec elles et nous avions pris bonne note. Et nous allons transmettre à notre retour au gouvernement. Chef de village, chef VDP de la commune, représentant des personnes âgées et des jeunes, femmes et enfants, n'ont pu s'empêcher d'exprimer leur choix aux officiels ici présents dans leur commune, autrefois zone rouge, mais aujourd'hui zone blanche, pour emprunter les mots du chef du village. Un village où la vie reprend son cours normal, tout doucement et pacifiquement, avec tout de même quelques difficultés. Le fait d'avoir Madame la ministre avec nous aujourd'hui est une grande joie. Comme vous l'avez constaté par vous-même, Madame la ministre, la route est impraticable. Nous n'avons plus d'ambulance et nous avons un problème de réseau, ce qui fait que nous sommes déconnectés du reste du pays. Nous sommes de retour grâce au gouvernement de transition que nous remercions beaucoup. Nous les femmes, nous n'avons rien comme activité et nous sommes revenus trouver nos maisons dans un état de délabrement. Des difficultés qui ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd, rassure la ministre en charge de l'action humanitaire. Le messager du gouvernement a encouragé ces populations à mettre à profit cette saison pluvieuse pour des cultures vivrières. Des ménages qui confirment la réception à temps des semences améliorées. Et à cela s'ajoutent 50 tonnes d'engrais MPK, 40 tonnes de sacs de riz et 100 cartons de savon. Voilà un reportage de Kadou Romaine qui, Confédération de l'AES, une plateforme d'avenir, c'est le thème d'un panel international qui s'est tenu à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou et réunit des panélistes venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso avec pour objectif de conscientiser la jeunesse pour une participation pleine et totale au mécanisme d'opérationnalisation de la Confédération de l'AES. Les détails avec Anissé Kiema et Nyarkiteda. La Confédération de l'AES, une plateforme d'avenir, l'ORISA et ses partenaires y croient. Au lendemain du sommet de Niamey des chefs d'État, le rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique de l'enseignant et écrivain Adama Sigiré sonne la mobilisation des jeunes dans la capitale burkinabé. Ces jeunes, étudiants pour la plupart, sont issus du Niger, du Mali et du Burkina Faso avec pour objectif de les conscientiser en vue de susciter leur pleine participation à la souveraineté totale des États de l'AES. Il s'agit pour nous de réfléchir sur l'AES qui a été créée, de réfléchir surtout sur les opportunités que nous avons, mais aussi de réfléchir sur les défis que nous devons travailler à relever. Parce que c'est un acte de souveraineté qui a été posé par les 3 chefs d'État, mais il reste aussi de grands défis à relever. Et nous avons choisi de soutenir, nous avons choisi d'être du côté des masses. Les panélistes venus également des 3 pays de l'AES mènent la réflexion sur les opportunités qu'offre la Confédération. Il s'agit pour eux de faire une analyse croisée des politiques d'hier à aujourd'hui, les mécanismes de développement et la diplomatie opérée pour tracer une nouvelle feuille de route pour l'espace et qui permet d'éviter les erreurs du passé. C'est aujourd'hui, nous sommes à Ouagadougou pour discuter des modalités pratiques, des perspectives et des pistes d'action
comment consolider cette confédération, comment construire cette union économique et monétaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations en matière de défense, de diplomatie, mais aussi de développement économique et durable. Le panel international de l'Alliance des États du Sahel reçoit un écho favorable et les représentants des ministres en charge de la jeunesse, de la fonction publique et de la communication saluent tour à tour la tenue du panel. Un rendez-vous selon eux d'union et de fraternité pour un combat qui permet aux jeunes d'assumer leur avenir en toute conscience. Suite de ce journal et à présent le contenu de ce communiqué de la Maison de la Presse. Dans le cadre des consultations des forces vives de la nation, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale rencontrera les responsables des organisations professionnelles de la presse et l'ensemble des hommes de médias le lundi 29 juillet 2024 au Centre international des conférences de Bamako, CICB, à partir de 15h. Le recteur de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako a présidé la double cérémonie de présentation de l'ouvrage intitulé « Conflits et terrorisme au Sahel » et la remise de toge au nouveau maître de conférence. Le reportage de Youssouf Diakité. Conflits et terrorisme au Mali et au Sahel, c'est l'intitulé du livre qui vient d'être présenté au public. Une œuvre d'un collectif de professeurs de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. La motivation vient de la crise que le Mali, voire la zone du Sahel, traverse depuis plusieurs années. L'un des moments forts a été la remise des toges au nouveau maître des conférences de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Pour les promus au grade de maître de conférence, je vous adresse mes vives et chaleureuses félicitations. Ce nouveau grade, donc c'est l'avant-dernier, je vous le dis, ça veut dire qu'il reste encore du chemin à parcourir. Donc ce grade de maître de conférence ne sera pas du tout une sinécure. Mais de nouveaux champs de bataille sont désormais défrichés pour vous. Vous aurez la redoutable tâche d'encadrer vos collègues juniors qui s'inscriront en thèse. De nouvelles perspectives s'ouvrent également devant vous. Soyez donc prêts à répondre à l'appel du devoir. Il s'agit, à travers la production de cet ouvrage par les enseignants-chercheurs de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, de proposer des solutions à la crise que traverse le Sahel. Un exemplaire du livre a été remis à l'Office de radio et télévision du Mali. Les solutions sont nombreuses, à partir, n'est-ce pas, des auteurs. Donc, les uns et les autres pensent quand même que par rapport, n'est-ce pas, au conflit, il est extrêmement important qu'on puisse faire allusion à nos mécanismes endogènes de gestion, n'est-ce pas, de conflit, et que certaines vérités soient expliquées, n'est-ce pas, aux populations. Parce que nous avons compris aussi que beaucoup tombent dans le terrorisme, dans l'enrôlement, voilà, pour la simple raison que, bon, en réalité, ils sont pas intégrés correctement, n'est-ce pas, dans la société. Ce problème d'intégration porte sur la question, n'est-ce pas, de l'emploi. En produisant cet ouvrage, les enseignants-chercheurs transportent la réflexion sur l'espace public, une opportunité pour chacun d'apporter sa contribution à la somme des solutions proposées pour la gestion de ces conflits. Également dans cette édition, 3e édition de la Nuit de l'Union des journalistes reporters du Mali. Le thème retenu cette année est la presse facteur de cohésion sociale. L'événement a été marqué par la remise des prix aux patrons de la presse. Reportage Ibrahim Kaoukonaté et Idrissa Traoré. Au niveau des meilleurs organes, meilleure presse écrite, le quotidien indépendant, meilleure radio, Clédou. Les meilleures presses en ligne, Mali 24, sont primées. Dans les catégories meilleurs journalistes et reporters, radio et télé, Zanga Ouattara de Kenedougou TV, de Sikasso et Fatoumata Bouyguilé de la chaîne 2 de l'ORTM ont été sélectionnés par le jury. J'ai eu le prix de la meilleure production à radio sur la thématique la presse malienne et la sécurité sociale. J'ai présenté un magazine donc, qui a bénéficié de ce prix.
un prix que je reçois avec un grand honneur et un sens élevé de responsabilité. Je remercie les initiateurs pour cet événement et puis je remercie aussi les membres du jury. Je remercie ma rédaction, l'Office de radio et télévision du Mali, plus précisément la rédaction de la chaîne 2. J'ai été honoré et flatté par les prix remportés par mon journaliste d'abord au niveau de la catégorie presse en ligne et moi-même en tant que le meilleur patron de la presse en ligne. Aujourd'hui, je suis avec 8 personnes qui sont tous salariés et à peu près 6 sont inscrits à l'INPS. Cette traditionnelle nuit de la presse, troisième du genre, vise à promouvoir l'excellence et le professionnalisme dans le secteur. L'objectif de notre association est d'œuvrer pour que les journalistes et reporters puissent avoir en tout cas un meilleur cadre de vie et de travail. Donc c'est pourquoi nous récompensons chaque année à travers cette soirée-là les organes de presse dont les journalistes sont non seulement bien payés, inscrits à l'INPS et à l'AMO, mais aussi inciter les autres à emboîter leurs pas. Malgré la résilience des entreprises de presse, les défis sont nombreux. Monsieur le secrétaire général, c'est vrai que les temps sont durs, mais les journalistes vivent dans une précarité très dangereuse. Savez-vous que sur ces 760 médias officiellement recensés, à peine moins de 20 ont inscrit leurs agents au niveau de l'INPS, donc c'est moins de 20%, moins de 20 simplement bénéficient de la protection sociale, ce qui fait moins de 3% de l'ensemble. Vos messages peuvent apporter du bien comme du mal. C'est pourquoi il faut avoir des bonnes informations afin que la population puisse trouver de la satisfaction au niveau de votre travail. Pour assainir le secteur, l'adoption du nouveau texte permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. La réforme qui est engagée aujourd'hui au niveau du ministère par rapport aux différents textes qui régissent les médias en République du Mali. Il faut dire à ce niveau que, effectivement, ça fait 3 ans que ces tests sont dans le pipeline. Et depuis que je suis arrivé, je ne travaille que sur ces dossiers. Et je peux vous rassurer que c'est une préoccupation majeure parce que nous sommes convaincus qu'au niveau du ministère de la Communication, il faut une réforme en profondeur au niveau des médias. Et les 6 tests qui sont prévus aujourd'hui, nous pensons que ces tests vont changer fondamentalement la physionomie de notre presse. Et c'est pour cela que nous nous battons pour que ces tests puissent être adoptés définitivement. Et félicitations à Fatmata Boïguilé de l'ORTM. Lancement du projet Algafia 3 à Sikasso. C'est un projet d'appui à la stabilité à travers la promotion du leadership des femmes et des jeunes et le renforcement de leur résilience face à l'insécurité climatique. Coût du projet 600 millions de francs CFA et concerne les régions de San, Sikasso au Mali et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté. Algafia 3, ou projet de renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans le Sahel central, est un financement du Royaume-Uni à hauteur de 600 millions de francs CFA. Il est mis en œuvre par l'ONG Femmes et Développement dans les régions de San et Sikasso au Mali, plus Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Son objectif est de renforcer la résilience des communautés face à l'insécurité climatique. Nous avons mené un certain nombre d'activités, dont entre autres des sensibilisations et des formations sur les thématiques de la paix et des renforcements de la cohésion sociale. Il y aura aussi des soutiens à l'égard des jeunes et des femmes pour l'initiation d'activités génératrices de revenus. Nous allons soutenir et appuyer les innovations paysannes par rapport à l'agriculture et à l'élevage. Algafia 3 est un projet d'appui à la stabilité à travers la promotion des femmes et des jeunes. Il s'étend sur 12 mois et travaille en partenariat avec les équipes d'appui à la réconciliation, les réseaux des communicateurs traditionnels pour le développement, les ONG et la CAFO. Et nous accueillons à bras ouverts le projet Algafia 3. Ce projet prend en compte tous les aspects, je dirais, du genre
D'abord, ils ont parlé de la résolution 1325 qui parle de la participation des femmes aux différents processus de conflit. La zone d'intervention du projet concerne l'ancienne région administrative de Sikasso, ce qui explique la présence de Kolondiaba parmi les communes bénéficiaires. On est très ravis d'accueillir ce projet-là parce que là où nous sommes, il y a beaucoup de malcompréhension dans nos différentes localités. Bon, s'il y a un projet qui vient, qui s'appelle Algafia 3, qui va nous aider à maintenir une cohésion sociale, tout en nous appuyant, donc c'est une bonne initiative. Le projet Algafiato 3 entend toucher 3374 bénéficiaires directs et plus de 20 000 bénéficiaires indirects. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût d'exécution des activités réalisées par le Conseil norvégien pour les réfugiés dans les régions de Menaka et Gao. Les précisions avec Aliou Idrissa Maïga. 2 jours durant, les participants à cet atelier de capitalisation venus des régions de Gao et de Menaka ont échangé sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire dans le cadre de la mise en œuvre du projet GEFO. Il est mis en œuvre par l'ONG NRC. C'est pour apprendre de ce que nous avons fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a les distributions cash qu'on a réalisées pour les personnes déplacées et les communautés d'accueil vulnérables. On a donné des noyaux d'animaux pour les ménages éleveurs. On a aussi réalisé des périmètres maraîchers pour les associations des femmes. Il y a eu à Bagoundé la réalisation d'un jardin maraîcher. Bon, c'est très intéressant. Il y a même une femme qui disait que c'est grâce à NRC qu'elle a pu obtenir des pommes de terre, vendre et puis survenir aux besoins de ses enfants. Le projet GEFO couvre les régions de Gao et Menaka pour une durée de 3 ans. Il est financé à plus d'1 milliard de francs CFA par le ministère allemand des Affaires étrangères avec comme objectif de venir en aide aux personnes déplacées et les communautés d'accueil vulnérables des localités concernées. L'atelier qui nous retenu procède de cette volonté de documenter les leçons prises sur la mise en œuvre des activités du dit projet de juin 2021 à mai 2024. La pertinence des approches menées, les résultats du projet, les échecs et les apprentissages, ainsi que les leçons pouvant être capitalisées pour servir dans la mise en œuvre des projets et programmes similaires à venir. La présentation des réalisations faites par le NRC et les témoignages des bénéficiaires ont contribué à enrichir les débats au cours de ces 2 jours d'échange à Gao. L'ONG Femmes et Développement, à travers le programme Kaural, vient de remettre des kits de production d'un montant de 88 millions de francs CFA à 40 regroupements de femmes et de jeunes dans le cercle de Mopti. L'objectif est de renforcer les capacités de résilience des bénéficiaires. Reportage à Boubacar Sankari. 300 femmes et 100 jeunes répartis entre 40 regroupements des communes de Mopti, Sokoura et Sio bénéficient de kits de production. Le geste s'inscrit dans le cadre du programme Kaural, un programme initié par l'ONG FEDE, Femmes et Développement. Cette remise des kits vise à permettre aux bénéficiaires d'initier des activités génératrices de revenus afin de devenir autonomes et de ne pas être tentés par l'extrémisme violent ou par la criminalité qui essaie de gagner du terrain dans notre pays malheureusement. 28 regroupements bénéficient de kits d'embauche composés de 150 bœufs et 30 moutons. 7 regroupements de transformation agroalimentaire reçoivent 28 sacs de 100 kg d'arachide et autant pour le fonio. 4 regroupements de commerce céréalier s'adjugent 32 sacs de riz et un regroupement de maraîchage s'octroie des semences, des arrosoirs, des pelles et des râteaux. Ça va nous servir à faire des petites dépenses dans la famille parce qu'on sait déjà que ça sera un épanouissement pour nous. On remercie beaucoup l'ONG Femmes et Développement. C'est le lieu ici de remercier au nom des autorités administratives et politiques du cercle de Mopti et de la région de Mopti, l'ONG Femmes et Développement et son partenaire financier pour les efforts consentis pour soulager nos populations qui ont tant souffert depuis le déclenchement de la crise multidimensionnelle que connaît notre pays depuis 2012.
Le montant total des kits s'élève à 88 millions de francs CFA financés par GCEF, Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience. Le projet éducation en urgence vient de prendre fin dans la région de Ségou. Après presque 2 années de mise en œuvre dans 4 communes, l'heure est à l'évaluation des activités réalisées et on peut citer la construction de plusieurs salles de classe et la réalisation de plusieurs points d'eau. Reportage Honoré Tchenou et Bakary Traoré. Après 23 mois de mise en œuvre de leur projet d'éducation en urgence, l'ONG ADRA Mali et ses partenaires tirent le bilan des réalisations. Par l'intitulé du projet, il s'agit d'améliorer l'accès de la qualité de l'éducation et les services de protection de l'enfance pour les apprenants dans un contexte d'urgence. Pour 23 mois, ADRA, grosso modo, a réalisé la construction de 10 nouvelles salles de classe qui les a équipées en plus de 475 tables bancs. ADRA a également réalisé la construction de 7 points d'eau. ADRA aussi a réhabilité et construit plus de 38 latrines pour ces écoles-là. Les enfants ont bénéficié des jugements supplétifs pour ceux qui n'en avaient pas. ADRA a également mis en place des jardins d'enfants pour pouvoir apprêter les enfants à l'accession à l'école. ADRA a également aussi cousu des tenues scolaires pour les enfants, a permis aussi que les écoles aient des kits d'hygiène, a aussi procédé à la formation des enseignants. 18 écoles et 3 camps de personnes déplacées internes ont bénéficié du projet dans les communes de Ségou, Sébougou, Sakoiba et Pelingana. Un appui significatif pour l'éducation malienne qui a coûté à ADRA Mali plus de 400 millions de francs CFA. Pédagogiquement parlant, vraiment ça a beaucoup contribué à rehausser le niveau des élèves et améliorer les cadres d'apprentissage pour les enfants. Les apprenants ont un meilleur accès à des espaces d'apprentissage sains. Les espaces d'apprentissage favorisent et assurent la protection de tous les apprenants. Les opportunités d'apprentissage favorisant l'apprentissage continu, la redynamisation des comités de gestion scolaire à travers d'activités génératives de revenus. Le projet éducation d'urgence de ADRA Mali prend ainsi fin dans la région de Ségou. Il reste à pérenniser les acquis pour une meilleure condition d'apprentissage des enfants, surtout ceux des personnes déplacées internes. Vous avez certainement entendu parler de la danse Nyogo. Allons à présent à la découverte ou à la redécouverte de la danse Nyogo, une danse Mianka qui risque de disparaître si nous ne faisons pas un flashback. Pour l'histoire, le Nyogo est un nom de femme, mais aussi la danse qui a été à l'origine de la révolte des femmes pour réclamer leurs droits dans la société Miankala. Le nombre de joueurs, les instruments utilisés, bref, tout montre la structuration d'une société bien organisée, tout un mystère autour de la danse Nyogo. Je ne vous en dis pas plus. Suivons plutôt ce dossier réalisé par notre équipe de reportage à 100, Drissa Kone. Ne dit-on pas que l'homme est un être culturel par nature parce qu'il est un être naturel par culture? Cette maxime illustre notre sujet du jour. Faisons tout simplement une escale au pays Miankala et ce, pour parler de la danse Nyogo qui paraît banale mais historique par nature. Comment revaloriser donc cette culture et enseigner à la nouvelle génération le riche patrimoine Miankala? L'association EPEMA, Ensemble pour le Mamala, a pris le taureau par les cornes. Chez nous les Mianka, la première fille s'appelle Nyere, d'une femme, et la deuxième c'est Nyogo. C'est à la suite des événements que la deuxième fille, un jour, elle s'est révoltée pour revendiquer les droits de la femme. Elle est descendue dans la rue, elle a commencé à chanter. Et partout où elle passait, les gens sortaient des maisons pour la suivre. Et que ce soit un homme, que ce soit une femme, donc elle a commencé à chanter. C'est comme ça que vous remarquez que tout le monde danse le Nyogo. Nous sommes avec le groupe folklorique Nyogo de Djaramana. Invité à la fête du Djomine à Fani, et l'occasion est bonne pour découvrir le Nyogo. Même si par l'usure du temps, certaines choses ont changé, le chant reste toujours un rôle dédié à la femme. On a essayé de faire une réunion de famille. Alors on a regroupé les chefs de famille et puis tous les musiciens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces femmes? Donc ils ont essayé de rassembler certains instruments, donc en disant que la femme seule ne peut pas aller. Donc il faut être toujours accompagné. Et une femme accompagnée doit être dans une famille. Donc maintenant on fait ce truc, mais en donnant l'opportunité à la femme. C'est pour cela que vous voyez, nos braves femmes chantent. Mais attention,
Le nombre d'instrumentistes est fixé à au moins 11. Alors donc maintenant, la musique est garantie par le chef de famille. Donc cet instrument long, ça c'est pour le chef de famille. Donc maintenant il y a un instrument court, ça c'est la femme. Comme ça. Bon, ça c'est la femme. Donc les deux petits, ça c'est la fille. Voilà, ça c'est la fille et le garçon. Voilà la famille. Donc maintenant, ils ont compris qu'il faut ajouter encore pour scanner le rythme. C'est pour cette raison, vous allez trouver que les instruments commencent jusqu'à 11. Et parce qu'ils ont des alliés qui viennent chanter avec la famille. Donc nous, on a eu le 8 mars il y a longtemps. Les femmes sont là, elles chantent et c'est la famille qui chante et tout le monde est content. N'est-ce pas là une société bien structurée qui avait intégré tous les aspects de la vie socio-culturelle? Le temps du nyogo est toujours donné dans la cour. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans la rue, le rang des danseurs grossit. Impossible d'y résister lorsqu'on est fils du terroir. Peu importe les pas esquissés, il faut seulement danser. Mais il faut danser. Il faut montrer que ça te plaît, c'est ta culture. Moi, je ne sais pas danser naturellement, même le balançon, je ne sais pas danser. Est-ce que vous voyez? Mais il faut le faire, c'est important. Il a dit tout ce que nous faisons, que ce soit en France, que ce soit dans les autres pays, à Bamako, il faut aller commencer le développement chez soi. Je pense que c'est ça que nous sommes en train de montrer aux autres Maliens. La fierté, la culture. En tout cas, le combat engrangé par les membres de l'association EPEMA cadre bien avec la vision des plus hautes autorités de la transition, celle de faire de notre culture le socle du développement, comme pour dire que quand on perd tout, il n'y a que sa culture qui reste. Pour parler de l'actualité sportive avec moi sur ce plateau, Siragatou Sissé. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Khadija Tokone. Alors, championnat national de handball, la 7e journée suit son cours au lycée sportif Ben Omar Sy. Oui, en série messieurs, l'ISFAS domine le centre omnisport de Lafia-Bougou 32-24. La commune 6 gagne 19-12 la commune 2. Le Sigui de Caille triomphe 31-23 devant l'AS Mandé. Le centre malano-belge de Mopti prend le dessus 43-17 sur le Mamara AC de Kati. En série messieurs, en série dames, cette fois, l'AS Police bat le Sigui de Caille 30-24. L'USFAS s'impose 34-30 face au centre omnisport de Missabougou. Le centre omnisport de Lafebougou gagne le centre malano-belge de Mopti 29-13. Et en basket, les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Mali sont connus. Oui, l'USFAS, Calaban Sport Club, l'AS Police, l'ASRA, le Djoliba AC, le centre de référence de Tombouctou et le stade malien de Bamako sont qualifiés pour le moment en quart de finale chez les dames. Le centre Mamoutou Kane, l'AS Royal, Atra Club de Kidal, Calaban Sport Club, le centre de référence de Tombouctou sont qualifiés pour l'instant en quart de finale chez les messieurs. Assemblée générale élective de la Fédération malienne d'aïkido, le président Souleymane Diakité se succède à lui-même. Oui, la famille de l'aïkido malien a renouvelé sa confiance au président Souleymane Diakité pour un mandat de 5 ans à la tête d'un bureau élargi de 10 membres. Le président sortant Souleymane Diakité décline la mission à lui confier. Il est au micro de notre reporter Mohamed Namakaita. Nous avons tenu bon. L'un de nos objectifs majeurs, c'était la construction de ce jour. Et Dieu merci, nous avons pu le faire grâce à la sérénité que les Aïkidoka nous ont accordée. Parce que si vous n'êtes pas serein, vous ne pouvez pas abattre un tel travail. Donc moi je remercie l'ensemble des Aïkidoka et je me dis qu'ils ont renouvelé la confiance. Mais moi, j'aurais souhaité m'arrêter là et passer le flambeau à la nouvelle génération. Mais on est convenu que nous, on va continuer un peu pour qu'il n'y ait pas de rupture. Et vous avez dû constater, de 17 membres, on est parti à 27 membres. Donc, on a fait venir beaucoup de jeunes, des cadres A, des anciens responsables. Donc, pour que au moins nous puissions les accompagner et qu'au jour J, une nouvelle équipe soit prête pour diriger l'aïkido.
Merci beaucoup, Siragatou Sissé, pour l'actualité sportive. Je vous en prie. Et bon début de semaine. Merci. Pareillement à vous. À suivre dans nos programmes ce soir, question d'actualité sur la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics. La digitalisation, un frein à la corruption, c'est un débat en Bamanankan animé par Marc Koulibaly. Demain commence une nouvelle semaine, entendons-la avec détermination pour vous dire que c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle fin de soirée à tous et continuons à consolider la paix partout au Mali. Nos grands-pères nous enseignent qu'à force d'avancer, on atteint ou on double ses objectifs sans même s'en apercevoir. À méditer et à très vite sur ORTM 1.